Satsang et conférence. Je vais vous expliquer d'abord quelle est la différence. Si je fais une conférence sur le thème « Le couple est-il un handicap ou une aide sur le chemin de l'éveil ou sur la réalisation du soi », alors la conférence c'est différent. Ça se structure, écrit, prépare les choses et on va la retranscrire et la refaire dans plusieurs lieux, dans plusieurs contextes, finalement de la même façon, avec quelques nuances. Le satsang, c'est une approche différente. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de structure. Ça se fait non pas de façon comme ça au pifomètre, c'est-à-dire c'est laisser la place à l'autre, à la dimension intuitive, c'est-à-dire à la voix de notre conscience pour s'exprimer. Et donc ça s'adapte aussi au contexte. C'est pour ça que ce n'est pas la même chose. Une conférence ne s'adapte pas au contexte. On l'a fait comme ça, on l'a reproduit. Le satsang, il va s'adapter. Et c'est pour ça que généralement, quand les gens participent à cela, quel que soit le thème, les sujets, ils disent après que c'est comme si à des moments que je leur parle personnellement, que je réponds à des questions qu'ils avaient, etc. Beaucoup de gens le ressentent ainsi. Ça, c'est vraiment dans l'approche du satsang. La conférence, c'est différent. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on a décidé de le faire ainsi. On a déjà fait avec Brenda des conférences, on en fera sans doute sur la réincarnation et d'autres thèmes. Mais le satsang est quelque chose de très particulier parce que vous pouvez aller très loin dans ce satsang. C'est en fonction de vous-même. Si vous souhaitez avoir des réponses de toutes sortes de choses ou vivre des choses incroyables, vous pouvez le faire. Car cette conscience, elle ne demande que cela. Je suis très intéressé de savoir ce que vous pensez de cette question sur le couple. Est-ce que vous pensez que c'est une aide ou un inconvénient pour la réalisation du soi? C'est une question piège. Hein. Personne n'a envie de répondre à ça, surtout au couple. C'est éminemment important, évidemment. C'est essentiel. En fait, on commence sur des mauvaises bases. On a tout faux. Il faut tout reprendre à zéro. Tout reprendre à zéro, ça veut dire, si on ne sait pas qui on est, quel objectif allons-nous atteindre? Si on ne connaît que 5% des règles du jeu de la vie, comment pouvons-nous espérer gagner? Comment pouvons-nous espérer jouer correctement ce grand jeu? Alors de quoi s'agit-il? D'abord, nous sommes soumis à cette grande loi de la dualité. On est hommes, on est femmes, le jour, la nuit, etc. Et on est soumis à cette dualité. Nous avons un besoin de complémentarité. D'ailleurs, pour que l'espèce humaine se reproduise, il faut que l'homme et la femme s'accouplent. Sinon, ça ne marche pas. Quoi qu'on trouve des astuces maintenant. Et bon. Sur un plan biologique, sur un plan affectif, sur différents plans, nous avons besoin de l'autre. Et c'est là que tout commence. Il s'agit du besoin. Un besoin physiologique, besoin affectif, besoin sexuel, mais il s'agit du besoin. Le besoin crée la dépendance crée les peurs crée la frustration, les frustrations la colère trouble mentale et toutes sortes de choses. Mais pour autant, que faisons-nous de ces besoins? On a des besoins vitaux. On a besoin de se nourrir. On a besoin de se protéger. On a besoin de se bouger. Mais on a d'autres besoins qu'on peut estimer sur l'échelle de l'importance, pour certains à très haut niveau, pour d'autres en bas. Besoin de reconnaissance sociale,
Pour des gens, c'est vital. Donc, ça va être un critère important, cela, dans la personne que l'on va rencontrer et que l'on va aimer. Et alors qu'elle correspond à ses besoins, elle nous compte sur le plan affectif. On a un besoin matériel très important et cette personne nous rassure totalement là-dessus, ainsi de suite. Et quand ces besoins semblent correspondre à nos attentes, car il y a les besoins qu'on peut identifier, très concrets, que l'on peut expérimenter, puis il y a les attentes. Celle-ci, c'est à venir. Et quand tout cela semble coller, alors on est follement amoureux. Parce qu'en réalité, ce qui nous pousse vers l'autre, c'est le besoin. Ce n'est pas un problème en soi, mais ça le devient quand on l'identifie mal. Et on l'a mal identifié au départ. Nous croyons que c'est l'amour, alors qu'il s'agit de besoin. Ce n'est pas la même chose. Et peut-être que ça, vous n'y avez jamais pensé, car la plupart des gens n'y ont jamais pensé. C'est bien ça le problème. Nous pensons, quand nous disons « j'aime », de quoi parlons-nous? Nous disons « j'aime ce que cette chose m'apporte ». Quand vous dites « j'aime l'agneau », si vous le mangez, c'est que vous ne l'aimez pas vraiment. Car si vous l'aimez, vous le tuez pas et vous ne le bouffez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, c'est ce qu'on va dire. Croyez qu'il y a une différence quand on parle de la personne qu'on aime? Je vais vraiment être désagréable. Ça va pas être très romantique ce que je vais vous dire. Mais ça viendra après. C'est la même chose. On parle de besoin. Plus la personne répond à nos attentes, et plus on l'aime. Elle est extraordinaire. Elle est magnifique. C'est vraiment la personne idéale. Cela veut dire quoi? Elle correspond à mes attentes, à mes besoins affectifs, matériels, sexuels, tout ce qu'on veut, social, tout. C'est l'homme ou la femme idéale. Voilà comment les choses commencent, le besoin. Et on a traduit ce besoin par l'amour. Grosse erreur. C'est le péché originel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut refouler pour autant ce que l'on ressent au départ. Mais il faut comprendre que c'est notre incomplétude. Je ne sais pas si ce mot existe, mais je le dis. Incomplétude, qui fait qu'on recherche absolument et parfois désespérément l'autre, qui va justement faire qu'on va se sentir entier. Est-ce qu'on ne dit pas notre moitié? Donc on accepte de rester toute notre vie une moitié. Il y a quand même un problème. Je referme ma parenthèse pour dire des bras. C'est de cela qu'il s'agit. C'est très important. On cherche notre moitié. Donc au départ, on est une moitié. C'est la réalité. La question, c'est est-ce que toute notre vie, nous allons rester une moitié? Alors nous pensons qu'on va se mettre en couple et le couple devient une espèce d'être hybride. Et voilà, c'est le couple. D'ailleurs, dans le couple, tout le monde l'aura remarqué, je vous dis, je ne vais pas être toujours très agréable, mais on est là pour se dire les choses. Les gens ne se comportent pas pareil quand ils sont seuls et quand ils sont en couple. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que dès lors que l'on se met en couple, alors il va falloir qu'on fasse en sorte que tout ça, ça fonctionne. Il faut correspondre aux attentes de l'autre. Ah, c'est important. C'est un deal. Voilà, j'attends de l'autre ceci, j'attends de l'autre. Donc, on va commencer à fonctionner d'une façon en couple. Et quand on est seul, on fonctionne différemment. Et donc, finalement, cela crée de la frustration. On réalise qu'on n'arrive pas à être vraiment soi-même dans une relation de couple. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, on a voulu donner le visage que l'autre attendait. On a voulu faire en sorte de ceci, cela. Vous voyez, s'adapter. Mais voilà, c'est à force de compromis, de choses ainsi, et dans le couple, il y a des rapports de force, des rapports de pouvoir. Qui va dominer le couple? Qui va ceci? Donc, voyez le point de départ. Le point de départ part sur ce besoin. Le besoin
qui correspond au fait que nous ne sommes pas entiers. Et ça, c'est normal, c'est le début. Quand on arrive, quand on naît, on a après une semaine, un mois, etc. Si nos parents ne sont pas là pour nous, on meurt. On ne peut pas se débrouiller tout seul. Donc on a impérativement besoin de cette aide. Et ça, c'est normal. Ce qui pose problème, c'est si quand on a 25 ou 30 ans et qu'on est toujours dans cette dépendance totale de nos parents. Là, il y a un souci. Il faut passer progressivement de cet état de dépendance, de besoin, à un état d'autonomie. Et dès qu'on acquiert un certain état d'autonomie vis-à-vis de nos parents, alors on réalise qu'il ne reste pas moins qu'on n'est pas autonome. Qu'un homme a besoin d'une femme, qu'une femme a besoin d'un homme pour les différentes raisons que j'ai exposées, et on va les rechercher coûte que coûte. Alors un temps, ça marche, normalement. Et puis, progressivement, ça change, puisque nos besoins ne sont pas linéaires, ils ne sont pas statiques. Les besoins d'hier ne sont pas les besoins d'aujourd'hui, et ils ne seront pas les besoins de demain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tâche de faire des rééquilibrages pour s'adapter, des compromis, des rééquilibrages. Puis il y a des moments où ça ne colle plus, parce que l'évolution, elle ne suit plus. Les besoins de l'autre deviennent très différents, les miens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'engueule, ceci, cela, rapport de force, etc., etc. Après, c'est le divorce. Et tout ça parce qu'on n'a pas compris quel était le point de départ. Alors, dans un premier temps, non. À moins de revenir dans ce monde éveillé, c'est-à-dire on a transcendé la dualité. Sinon, non. C'est comme je disais, comme un enfant, tu ne vas pas voir un enfant arriver à un jour de jour et dire « Salut, je me gère, j'ai besoin de personne ». Ça n'existe pas. Ou alors, celui-là qui est vraiment spécial. Mais ça ne marche pas comme ça. Il va falloir acquérir cette autonomie. Mais on ne le sait pas. Tout ça, on ne le sait pas puisque on a confondu, on a utilisé un mot pour un autre. On a parlé d'amour au lieu de besoin. Retenez bien ceci. Le besoin est tourné vers soi. L'amour est tourné vers l'autre. Rien à voir. Et quand nous disons « je t'aime », on pense « j'aime la personne que tu es physiquement, j'aime comment tu es psychologiquement, j'aime tout ce que tu m'apportes en réalité. » Si tu n'as plus rien à m'apporter, je t'aime plus. C'est évident. Et moi, tu m'en apportes et moi, je t'aime. Et puis, je te reproche. Parce que c'est tourné vers nous. On s'est trompé de mots. Il s'agit du besoin. Alors, ce n'est pas un problème. Mais si on ne le sait pas, ça le devient. Vous comprenez cela? Quand on confond la ligne de départ et la ligne d'arrivée, il y a forcément un problème. Et nous pensons que quand on se retrouve dans une relation de couple et on va se marier, c'est le point culminant. Non. On est tout juste sur la ligne de départ. Et on pense que c'est la ligne d'arrivée. Et quand on se marie, on dit c'est le plus beau jour de notre vie. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est ça le problème. Il y a beaucoup de jours qui vont suivre après. Alors si c'est le plus beau jour, il vaut mieux arrêter là tout de suite. Non, mais je vous dis, je vais remettre en cause quelques schémas. Donc, excuse-moi, mais je t'interromps. Ce serait plus juste de dire j'apprécie ce que tu m'apportes. En fait, quand on dit je t'aime, c'est j'apprécie ce que tu m'apportes. Bien sûr. Et de prendre conscience qu'en fait, quand on dit et quand on a cette attraction, cette émotion, tout ça, c'est en fait par rapport à ce que l'autre nous donne, pas par rapport à ce qu'on nous donne. On ne va pas rencontrer quelqu'un en disant « Waouh, je vois tout ce que je peux apporter à cette personne et tout, non pas qu'il faut, et on va dire « Tu sais, on va se marier ensemble parce que je vois que je peux te régler tellement de problèmes, tellement de choses dans ta vie. » Bien, ça n'existe pas. Au mieux, on donne une pièce d'1 euro. Je dis bien au mieux. Personne. Ou alors on va faire un sourire, on va faire quelque chose. Il y a quand même voilà. Pardon? Bien sûr. C'est ça le coup de foudre.
cette personne correspond exactement à ma moitié. C'est celle que je cherche, celle dont j'ai besoin. Vous savez, c'est comme quand, je sais pas, une béquille, quelque chose, et on met, c'est exactement ma taille. Ça, c'est le coup de foudre. Ça me correspond. Et là, on peut y aller. Et le problème, c'est que ça bouge avec le temps. Non, Alors, oui. c'est pas le coup de foudre, puisque la personne, c'est à l'instant, on ne sait pas ce qu'elle va nous apporter. Là, généralement. Alors, c'est pour ça que des fois, on a de grosses désillusions. Et il y a quelque chose qui va faire tilt. Soit c'est parce que c'est physiquement la personne qui nous correspond, donc ça fait tilt. Soit c'est dans sa tête, psychologiquement, il y a un détonateur qui va faire. Et ensuite, ça peut se révéler par le reste, enfin ça peut se conforter, ou alors ça va être le contraire. Mais il y a toujours quelque chose. Après, sur un autre plan plus subtil, mais c'est un peu plus rare, je ne dis pas que ça ne peut pas exister, ça se passe au niveau de l'âme. C'est autre chose. Il peut y avoir des rencontres karmiques, mais généralement ces rencontres, elles sont différentes. On peut les reconnaître parce que c'est justement pas du tout l'idée que je me faisais, la personne avec qui j'irais. C'est pas le profil d'homme ou c'est pas le profil de femme, mais il y a quelque chose. On peut ressentir cela. Et généralement, ça arrive aux êtres qui ont une certaine maturité d'âme et qui peuvent se rencontrer. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas certaines complémentarités, mais il y a quelque chose de supérieur. Il y a quelque chose d'autre. Ça existe. Ça existe. Mais si ces êtres n'en prennent pas conscience, ils vont se planter comme les autres. S'ils ne prennent pas conscience de cela. Parce que ça veut dire que les égos vont frictionner. Ce sont les âmes qui veulent se rencontrer. Et qu'il y aura forcément des problèmes, des incohérences au niveau de l'ego. Donc s'ils ne prennent pas de conscience de ça, il va y avoir bataille et c'est l'ego qui risque de l'emporter. S'ils prennent conscience, mais c'est rare, que c'est une relation d'âme, alors c'est différent. C'est pas toujours facile de le savoir, enfin quand je dis ça, un euphémisme, c'est pratiquement impossible de le savoir tout seul, donc il faut faire une démarche pour voir quelqu'un qui peut nous aider. Mais je peux parler de la progression, c'est-à-dire comment on va évoluer comme cet état de bébé, d'enfant, etc., et comment progressivement on arrive à cet état d'équilibre. Parce qu'au départ, on est dépendant. On a besoin de l'autre. Donc on va partir de cela et je donnerai quelques pistes. Par exemple, justement, c'est quelque chose. Quand récemment, c'était en fin d'année, on m'a demandé de célébrer un mariage spirituel. C'était en hiver. Quand on m'a fait cette demande, comme c'est pas, pour moi, c'est pas un truc fun, c'est pas un truc comme ça, c'est quelque chose de sérieux. Je vais voir si c'est possible. Je vais voir est-ce que ces personnes se rencontrent sur le plan de l'âme ou c'est juste, comme il y en a beaucoup, qui disent bah tiens, ça serait sympa de faire comme ça pour faire un peu différent. Il s'avère que là, récemment, ce sont des personnes que je connais bien, surtout la personne qui s'est mariée, la jeune femme, et effectivement, du point de vue de l'âme, car j'ai la possibilité de voir cela sur le plan de l'âme, j'ai vu qu'effectivement ce mariage pouvait se faire de cette façon. Et c'était très important parce que quand elle a fait la demande, c'est parce qu'elle a senti au fond d'elle qu'elle ne devait pas se marier de façon traditionnelle, qu'il y a quelque chose qui allait se planter, il allait se produire quelque chose. Elle a eu cette intuition. Et elle ne sait pas pourquoi, et c'est comme ça qu'elle m'a contacté, elle m'a appelé, tu sais bien, tu la connaissais, m'a appelé en me disant, il faut absolument, voilà, que tu maries parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Et effectivement, en prenant le recul, et en voyant les œufs et les deux sont mariés, j'ai vu qu'effectivement c'est une rencontre karmique. Qu'ils pouvaient effectivement, et ils devaient, leur incarnation avait du sens pour cela. Mais maintenant c'est un long chemin, un parcours qui ne va pas être simple. Donc, tout ça pour vous dire, ça lève beaucoup de choses, pour vous dire à quel point on se trompe au départ. Au départ, c'est le besoin qui nous amène vers l'autre. Et tout l'enjeu de ce chemin, ça va être de pouvoir, finalement, ce que je disais aussi à ces personnes, transformer le besoin de l'autre en amour pour l'autre. C'est pas une simple formalité.
transformer le besoin de l'autre en amour pour l'autre. Et ça, c'est un parcours, pas de toute une vie, de beaucoup de vies. C'est un long parcours que l'on a, très long parcours. Parce qu'au départ, avant d'être altruiste, on est égoïste. Et quand on dit j'aime, on dit toujours j'aime ce que cette chose m'apporte. Objet, cette personne, etc. Et donc, il nous faut apprendre ce qu'est vraiment l'amour inconditionnel. Alors, c'est très important de comprendre cela. Comment y parvient-on? On n'y parvient pas de façon normale, parce qu'au départ, ce besoin, il est là. Et il ne s'agit pas de le refouler. Mais nous, on fonctionne au niveau des sentiments. Et moi, ce dont je vous parle, ce n'est pas une affaire de sentiments. Les sentiments sont soumis à la loi de la dualité. Je t'aime, je te déteste. Je ne peux rien y faire. Je t'aime, je te déteste. C'est comme ça. Le côté pile, le côté face. Toujours. Les émotions, les sentiments, tout est comme ça. Ça marche comme ça. On ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que lorsqu'on ressent des sentiments, il faut bien se dire que même si c'est le côté pile que l'on voit aujourd'hui, à un moment donné, on verra le côté face. On ne peut rien y faire. Dès lors que l'on naît, un jour, on va mourir. La naissance, puis la mort. On est soumis à cette loi de la dualité et on ne peut pas y échapper sur un certain plan de conscience. J'insiste, sur un certain plan de conscience. La question c'est, est-il justement possible, posez la question tout à l'heure, de pouvoir trouver cet équilibre soi-même? Oui, à condition de transcender sa dimension ordinaire, mortelle. C'est-à-dire de passer du sentiment à au-delà, à ce que nous sommes profondément. Tant que nous restons dans la sphère des sentiments, je vous l'ai dit, on est comme des yo-yo. Vous pouvez voir votre vie, c'est comme ça que ça se passe. Vos relations, tout. On sourit, on fait la grimace, on est joyeux, on est triste. Cette personne est formidable, ensuite je la déteste. Je veux me marier parce qu'elle représente tout pour moi et après, je ne sais plus comment m'en débarrasser. J'ai même l'impression de ne pas caricaturer quand je dis ça. Est-ce que je veux dire? Non, c'est humain, c'est normal, c'est humain. On a le meilleur, on peut donner le meilleur parce qu'on est aussi le pire. C'est l'être humain, jusqu'à un certain niveau. Et ça, nos sentiments, ils ont un côté pile, un côté face. Mais on peut aller au-delà. Au-delà, c'est quoi? C'est notre nature spirituelle. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce que vous avez expérimenté. C'est l'œil du cyclone. C'est le sang. Votre réalité, quand ce corps va disparaître, avec ce mental, cet ego, il reste cette dimension spirituelle. Votre réalité, c'est celle-ci. C'est pas une croyance, c'est pas un dogme. Ce que je dis, c'est le fruit de mon expérience, d'autres aussi, mais c'est aussi quelque chose que dont vous pouvez faire l'expérience. L'expérience de votre nature profonde. On parlait de la paix tout à l'heure. Vous pouvez vous calmer, vous pouvez être serein. La paix, c'est la nature fondamentale de votre être, de votre conscience. Il y a deux caractéristiques fondamentales. C'est la paix et l'amour. C'est ça, la paix et l'amour. Mais l'amour, pour nous, c'est toujours une histoire de sentiment. Ça n'a rien à voir. L'amour que je vous parle, c'est un amour inconditionnel, c'est notre nature. J'aime parce que je ne peux pas faire autrement. Si vous voulez comprendre ce qu'est l'amour, regardez le soleil. Le soleil, il brille tout le temps. Tout le temps. Il ne le fait pas en fonction du fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Un jour, on va dire super, il fait beau, après, j'en ai marre, il y a trop de soleil. Qu'est-ce que ça change là-haut? Rien. Pourquoi ça ne change rien? Parce que c'est sa nature. C'est sa nature de briller. C'est sa nature d'aimer. Que vous appréciez, c'est bien. Si vous appréciez pas, ça change rien. Comment sait-on quand on est dans l'amour inconditionnel? Quand on peut aimer quelqu'un qui nous déteste? Parce que ça ne change rien. Parce que ce n'est pas une question de sentiment. Mais dans le couple, c'est très compliqué. Pourquoi?
Parce que si on veut vraiment exprimer cet amour, il ne faut plus avoir besoin de l'autre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le besoin est tourné vers soi, l'amour est tourné vers l'autre. Tant que vous êtes centré sur vos besoins, vous ne pouvez pas être tourné vers l'autre. Autrement dit, il faut transcender cette notion de besoin. Alors imaginez cela, dans une relation de couple. Je t'aime parce que je n'ai pas besoin de toi. On n'aime pas entendre ce genre de choses. Pour nous, c'est le contraire. Le besoin sécurise la dépendance. L'autre a besoin de moi, l'autre est dépendant. Et on associe ça à de l'amour. Le besoin crée la dépendance, la peur, les frustrations, la colère. Ce n'est pas l'amour. Plus on a besoin de l'autre, et moins on peut l'aimer. Voilà le problème. Alors, ceci étant, comme je vous l'expliquais au départ, un fruit est vert avant qu'il devienne rouge et qu'il devienne mûr. On est égoïste avant d'être altruiste. Donc, ce n'est pas un problème de partir de là et de l'assumer. Un enfant, quand il naît, il arrive au monde, il a besoin de sa mère, plus que tout. Qu'elle la nourrisse, qu'elle s'occupe de lui. Et il s'en fiche de la réveiller 10 fois dans la nuit. C'est pas son problème. Il est totalement égocentré. Il s'en fout. J'ai faim, boum. 5 minutes après, j'ai encore faim, boum. Après, je gueule, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Et c'est ça. Et ma mère, elle fait totalement l'expérience de l'amour. Altruiste, c'est pas un problème. On s'élève à chaque fois, c'est plus difficile pour les hommes. Parce que on ne passe pas par tout le processus de la maternité. Au départ, on n'est pas préparé pour cela. La femme initie l'homme à l'amour, pas le contraire. La femme, en fait, c'est le fait qu'elle est mère. Et si elle n'avait pas cette expérience intrinsèque de l'amour, il n'y a pas cette programmation, la vie pourrait pas se perpétuer. Ça serait impossible. Parce qu'il faut que la mère soit totalement altruiste, totalement désintéressée pour s'occuper de l'enfant. Et l'enfant, parce que quand il est en bas âge, il est totalement égoïste. C'est pas son problème. Voyez, donc, tout ça pour vous donner cette image. Au départ, on est dans le besoin et c'est normal et il faut l'assumer. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, quand on a 1 an, on est dans le besoin, ça va. Mais si à 30 ans, on est toujours dans cette dépendance vis-à-vis de notre maman, il y a quand même un souci. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'on ait des relations affectives, oui, qu'on ait des relations d'amour, bien sûr, mais je parle de dépendance. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors qu'au départ, on soit en couple, parce qu'on a besoin de l'autre, et qu'on le ressente même comme un besoin vital, pas de problème. Mais si on n'évolue pas, si on ne va pas transformer ce besoin en amour, alors, au mieux, ça va être des tas de désillusions, et finalement, on va passer à côté de soi-même, et finalement à côté de la vie. Mais si on considère que c'est le point de départ, alors on va se mettre en quête de qui on est. Là commence une vraie aventure. En fait, à terme, on fait exploser tout ça. La réalité, c'est qu'on est sur deux dimensions qui n'ont rien à voir. L'une se situe sur le plan des sentiments, l'autre transcende les sentiments. Donc, quand on vit cette ouverture du cœur, cet amour, on découvre que c'est... Pardon? Que deviennent les sentiments? La relation intime? Sentiments. Oui, et puis les sentiments qu'on ressent. Alors, il y a une vraie transcendance. C'est vraiment la transcendance. C'est-à-dire que c'est plus les sentiments qui sont en avance, c'est notre nature. Cet amour, on sent qu'il se déverse, il s'exprime, mais il ne peut pas être exclusif. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est le côté des sentiments qui sont exclusifs. Quand notre nature, c'est d'aimer, on aime. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va l'exprimer de la même façon. On ne va pas exprimer de la même façon cet amour à un enfant, à son frère, à sa sœur, à ceci. On l'aime. Mais cet amour, il est là, toujours présent. Et la grande différence, quand on vit cela, c'est qu'on n'a pas besoin de ressentir cela pour nous.
quand on donne, on découvre que la plus grande des richesses se trouve dans le don lui-même. Et quand vous faites cela, vous ne vous intéressez pas à recevoir. Alors quand vous exprimez... Quelle différence y a-t-il alors entre la relation dans un couple et la relation avec mes amis, avec mon entourage? Bien sûr, cela remet tout en cause. La relation, tout cela, ça la fait évoluer. Alors même dans la relation intime et dans la relation sexuelle, bien sûr que ça change tout. C'est fondamental, ça change tout. Et d'ailleurs, il y a certaines voies mystiques qui amènent, justement, par rapport à la sexualité, à aider à s'élever en conscience. C'est quoi en réalité? C'est que c'est la même chose qui se produit. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser plus à ce qu'on apporte à l'autre que ce qu'on va recevoir de l'autre. Et plus on fait cette démarche, d'une façon même spirituelle, quand on aborde la sexualité de façon spirituelle, ça transforme complètement. Et ça se voit aussi, quelqu'un qui aura évolué là-dessus. Parce qu'il n'est plus en quête de son plaisir. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il va transmettre à l'autre. Alors c'est un long chapitre qu'il faudrait développer, parce que ça demande beaucoup d'explications sur les niveaux énergétiques. Ce sera l'occasion d'un autre satsang, parce que c'est très complet. C'est un peu la science du tantra, mais qui est souvent galvaudée, mal expliquée, où cette énergie, on la fait s'élever, et qu'en fait, le sexe devient en fait un moyen d'exprimer cet amour, mais aussi de l'exprimer véritablement. Et si on veut l'exprimer véritablement, alors on s'intéresse à ce qu'on donne et pas à ce qu'on reçoit. Et cela crée une transformation même alchimique. Et c'est pour ça que les gens, dans cette approche, là, mais je ne peux pas, parce que c'est vraiment, il faut aller loin là-dedans, expliquer que dans cette approche, même la sexualité se transforme, et chez l'homme aussi. Puisque l'homme qui va dans cette direction, il a une maîtrise de sa sexualité, de son orgasme. Et en fait, cette énergie, elle s'élève, puisqu'il ne recherche pas ce plaisir, il le donne. Et passer un cap, alors, il atteint la dimension du cœur, et il ressent cet amour, et le sexe n'aurait été qu'un tremplin pour l'amener à cette dimension de la conscience. Donc ça change tout. Dès lors qu'on fait cette démarche, ça change tout. Tout devient différent. Mais la base, elle est celle-là. Si on veut aller de l'avant, si on veut passer de ce côté moi-je, ce côté besoin, alors il faut s'intéresser à l'autre plus qu'on s'intéresse à soi-même. Et plus on est attentif à donner, moins on sera attentif à ses propres besoins. Moins on est attentif à nos besoins, plus ils vont diminuer comme cela, se faire moins tyranniques. Et progressivement, je dis bien, il ne s'agit pas de refoulement. Attention, il ne s'agit pas de refouler des désirs, c'est pas de ça. Comprenez bien, il y a le refoulement et il y a la transcendance. Ce n'est pas du tout la même chose. La transcendance vous amène au-delà. Le refoulement vous dit on met ça en dessous. Sauf qu'en dessous, ça fait un peu quelques minutes à un moment donné. Et ça crée beaucoup de problèmes. Et s'il y avait une chose avec laquelle on ne peut pas jouer, c'est avec la sexualité, qui est une énergie de vie. C'est cela qui fait que la race humaine se perpétue. Il faut que cette énergie soit tellement puissante qu'elle est plus forte que notre tête, que la raison. Elle doit nous amener à nous reproduire, quels qu'en soient les motifs et les circonstances, etc. Donc, c'est une énergie extrêmement puissante. C'est une vraie science. C'est un vrai yoga. La maîtrise de cette énergie pour l'élever et pour passer du premier, deuxième, troisième chakra au quatrième. Et que cette énergie ouvre la porte du cœur. Donc, de passer, en fait, du désir à l'amour. Et quand on commence à vivre cela, évidemment, ça change tout. Alors, la question c'est, oui, quand quelqu'un commence à vivre ça, qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Mais c'est le drame de toutes les vies. C'est-à-dire que ce qui se passe quand on se marie, deux personnes aujourd'hui, mais ce ne seront pas les mêmes dans 1 an, ce ne sont pas les mêmes dans 5 ans, ce ne sont pas les mêmes dans 10 ans. Ceux qui ont signé ce jour-là n'ont plus rien à voir. Ils ont signé pour les autres. Mais on n'a plus rien à voir. Nos besoins dans 5 ans, etc., plus rien à voir. Les gens changent. Donc, quitte à changer,
Plutôt que de le faire d'une façon linéaire, autant le faire de façon verticale. D'abord, on change tout le temps, sans l'autre, en permanence. On ne fait que cela. Après, on fait semblant. Attendez, je vais répondre. On fait semblant dans la relation pour toujours montrer le visage que l'on voudrait, on s'adapte. Mais en fait, c'est obligé. Le changement fait partie de notre nature et chacun son rythme. C'est comme au niveau de l'âge. On parle toujours de l'âge chronologique. C'est le moins important. C'est celui que l'on fait chaque année, c'est le moins important. L'âge biologique est bien plus important. Et il y en a d'autres. L'âge biologique, physiologique est très important. L'âge psychologique est encore plus important. Et on a aussi l'âge au niveau de l'âme. Donc en fait, on ne prend qu'un critère, le critère de l'âge. Mais il ne veut trop rien dire. Alors, tout change. On n'évolue pas de la même façon sur le plan biologique, psychologique, nos besoins, etc. Voilà. Simplement, on est dans un espace qu'on connaît relativement. C'est ce monde, et on évolue de façon linéaire. Mais c'est pas pour rien que plus d'un couple sur deux divorce. C'est bien parce que les changements, on les supporte plus de l'autre, etc. Ah ben tu vois, t'étais pas comme ça avant. Mais c'est normal qu'on n'était pas comme ça avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste normal. Ceux qui prétendent et qui disent j'ai toujours été comme ça, c'est un vrai problème. Même ceux qui disent j'ai toujours pensé ainsi. Mais on n'est pas fait pour penser toujours ainsi. On est dans un processus d'évolution. On recherche la stabilité là où elle n'existe pas. C'est comme construire une maison sur des sables mouvants. Ça marche pas. C'est le chaos. Ce monde change perpétuellement. Alors justement, quand on rencontre quelqu'un et tout va bien, on se dit on va figer tout ça. Il faut que ça dure. Alors on pense qu'en se mariant, en signant un contrat, tout ça. Et tout ça, ça marche pas. Vous allez jusqu'à figer. Ça marche pas. La question, ça aurait été de comment évoluer ensemble. C'est-à-dire, parce que l'idée... La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut évoluer ensemble d'abord plutôt que comment on peut évoluer ensemble. Donc je vais répondre à ça. Je prends le postulat que quand on a, même si on est parti seul, une mauvaise base, une mauvaise base. C'est-à-dire, on ne s'est pas posé les bonnes questions, on a parlé d'amour avant de parler de besoin. Je reviens donc à votre début là, parce que vous avez bien raison. Tout à fait d'accord. Mais justement, comment faire pour que dans un couple, si nous voulons que ce couple continue, c'est-à-dire, moi, c'est pas dès que j'ai un problème, je divorce. J'ai bien compris. Je vais répondre à la question. J'ai bien compris. C'est un mauvais départ. C'est pas la première bonne question. Parce que si nos priorités, je suis désolé, je vais être très clair et très franc avec vous. Si nos priorités, c'est de dire coûte que coûte, il faut que le couple continue, ça veut dire que ma réalisation, en tant que mon éveil de ma conscience, passe après. Il ne faut pas faire ainsi. Je vais au bout de mon raisonnement, vous allez comprendre. La première chose, c'est que quand la vie nous appelle, la vie avec un grand V, quand on sent ce besoin de verticalisation, écoutez bien ce que je dis, c'est un impératif. Ça va au-delà de ce que vous imaginez. Attendez, laissez-moi parler. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas, laissez-moi parler. Quand Bouddha a eu la perception de ce qu'il devait vivre, s'il s'était dit « Ah non, je peux pas parce que j'ai une femme qui est jeune, je viens d'avoir un enfant, c'est pas bien, etc. » Non. On n'est pas dans ce cas de figure. Je répète, quand la vie vous appelle, cette verticalisation, l'appel de l'éveil, il faut le reconnaître. Alors ça veut dire que c'est plus fort que tout. Mais ne croyez pas que ça va être un problème pour les autres. Peut-être que dans un premier temps, ça sera difficile. Peut-être que ça va même être très difficile. Mais il ne faut jamais se boucher les oreilles quand on l'entend. Et surtout, ne pas se dire comment je vais faire. Non. La première chose à faire, c'est de reconnaître cet éveil. Et comprendre une chose fondamentale. Dès lors qu'une lumière s'allume, elle éclaire autour d'elle. Dès qu'un être s'éveille, il va diffuser la paix, l'amour, la compassion. Tout ce dont on a besoin. Pas seulement aux compagnons, à la compagnie, à ceci, il va le diffuser tout autour. Donc on dépasse ce cadre-là. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand cela nous arrive, ce qu'il faut, d'abord c'est essayer de le comprendre.
car souvent on ne le comprend pas. Et quand on ne le comprend pas soi-même, on ne peut pas en parler avec l'autre. Donc il faut essayer de se rapprocher auprès de gens qui peuvent nous parler de cela. Et de dire, voilà, c'est quelque chose de particulier. Ce n'est pas porter atteinte à l'autre. Ça veut dire que quand la personne vit ce processus, c'est une grande chance pour l'autre, mais ça va causer des désagréments. Dans un premier temps, ça peut causer de vrais désagréments. Dans un premier temps, quand on peut ressentir que l'autre a beaucoup d'attachement pour nous et ça nous rassure, et de sentir que l'autre commence à vivre ce détachement, alors on est perturbé. Tu t'intéresses plus à moi, je suis plus le centre de ta vie, etc. Ça perturbe. Et si vous vous arrêtez en chemin pour entrer dans une notion de compromis, il faut que je fasse attention à mon couple. Je comprends, c'est normal, c'est humain. Mais il faut aller au-delà. À un moment donné, je suis là pour ça, je suis là pour vous en parler. Ce n'est pas contre l'autre. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire aux êtres que vous aimez. C'est bien ce que j'explique tout à l'heure. C'est bien pour ça que je vous explique. Quand la vie vous appelle, quand c'est l'appel de l'éveil, c'est pour ça qu'il faut aussi, c'est mon rôle, c'est pour ça que je vous en parle. Vous avez tout à fait raison, il y a beaucoup de confusion, mais c'est pour ça que je vous en parle. Vous voyez, on peut avoir sur le plan chronologique, je sais pas, 40 ans, et sur le plan biologique, physiologique, avoir des organes qui correspondent à quelqu'un de 60 ans, ou alors à quelqu'un de 20 ans, 30 ans. Donc ça fait des grandes différences. Et à l'âge psychologique, il y a des gens à 70 ans qui ont une vraie jeunesse d'esprit. Et à 25 ans, il y a des gens qui sont déjà très vieux dans le comportement. C'est important. Mais il y a un autre âge qu'on ne connaît pas, c'est l'âge de l'âme. Et il faut bien comprendre que quand on se retrouve en couple, on peut avoir quelqu'un qui est vieillard et quelqu'un qui a une jeune âme. Et ça va forcément à un moment donné poser problème. Parce que un est prêt à éclore, l'autre pas encore. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on croit qu'on se dit stop, on s'attend tous pour passer la nuit d'arriver ensemble, ça marche pas comme ça sur ce plan. Par contre, si on le fait, et si les autres peuvent avoir un tant soit peu d'explication et d'ouverture d'esprit, ils peuvent réaliser que cela est une bonne chose, parce que ça les aidera. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif numéro un, quand la vie nous appelle, quand ce processus est là, et c'est vrai que si on n'en est pas certain, c'est bien pour ça qu'il existe des gens sur ce chemin aussi, qui peuvent nous aider, nous éclairer pour nous dire oui, c'est pas un délire, c'est pas un fantasme, c'est vraiment un appel à cet éveil. Alors il faut le faire. Essayez de le faire avec le plus de douceur possible, d'en parler. Mais à l'autre aussi de comprendre s'il le peut. C'est pas toujours facile. C'est même souvent difficile parce qu'on change les règles du jeu. Mais comme je le dis, on fait ça tout le temps. Et pour d'autres raisons que l'éveil. On change parce que nos besoins deviennent différents. Mais lorsqu'il s'agit d'un besoin de verticalisation, c'est essentiel. Et c'est une bénédiction pour tout le monde. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas dans un premier temps. C'est pour ça qu'il est vraiment important de poursuivre. Et progressivement aussi, on peut passer par différentes étapes. On peut passer par l'étape de l'incompréhension, par l'étape aussi de la colère, du rejet, parce que l'autre ne comprend pas, il estime que c'est un rejet. Il ne s'agit pas de cela. C'est très différent dans une relation de couple ordinaire, où là, on va préférer quelqu'un d'autre, où on commence à faire la gueule parce que tu m'apportes plus que j'attendais. Un éveil spirituel, c'est pas l'autre qui est remis en cause. Je change pas de comportement parce que je te trouve différent. C'est pas de ça qu'il s'agit. L'éveil spirituel, c'est autre chose. Ça dépasse l'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on vit ce vrai processus, c'est pas le problème de divorcer, de se retrouver avec quelqu'un d'autre, de changer de la route, Ça n'a rien à voir avec tout ça. Il s'agit de notre éclosion. Ça n'a rien à voir. Alors c'est vrai que sur ce chemin, on peut sentir parfois, parce que ça arrive aussi dans la vie ordinaire, que la personne à qui on est va poser problème, parce qu'on n'y arrive plus, parce que ça devient frein. Mais c'est pas inévitable. Si l'autre fait preuve aussi d'ouverture, alors les choses peuvent se passer autrement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but étant de parvenir en fait à cet équilibre personnel,
alors à un moment donné, on va quitter cette notion de besoin de l'autre pour vivre, voilà, cette unification de l'être. Et évidemment, ça crée des troubles autour de nous. Ça laisse pas indifférent. Quand on a ressenti tout le temps que l'autre avait besoin de nous et qu'on ne ressent plus ce besoin se manifester, ça peut créer une vraie frustration. Mais si on tâche de comprendre et on se met en chemin soi-même, alors on peut réaliser que d'où vient notre frustration. Pourquoi on est en colère après l'autre? On en veut l'autre pourquoi? Parce que généralement, il ne nous apporte pas ce qu'on attend de lui. Mais quand on n'est pas dans cette attente, on n'a pas de colère vis-à-vis de l'autre. On n'a pas de sentiments comme ça. Ces sentiments naissent en fait de nos attentes. Quelqu'un qui n'est pas dans l'attente, il n'a pas de reproche à faire à l'autre. Quand on fait un reproche, c'est pourquoi? Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, c'est ça. C'est les reproches. Voyez ce que je veux dire? Mais quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas dans cette approche, c'est que la personne, il y a un processus, mais maintenant dans la relation, ça peut se compliquer quand les gens ne se comprennent plus et n'ont pas envie, car ça arrive aussi, évidemment, que l'autre prenne cette direction, parce que cette direction, elle fait peur aussi. Dans un premier temps, après, c'est autre chose. Alors, pour ne pas perdre le fil de tout ça, le couple n'est pas forcément, je dirais, un problème. Tant qu'il se vit de façon conventionnelle, il n'y a pas de perspective, puisqu'on reste une moitié. Et donc, il va falloir ajuster les moitiés, et donc, on n'est pas là pour finalement l'épanouissement de soi. Maintenant, si on va dans une approche différente, plus spirituelle, en se disant, ok, on part de là, de notre besoin, et l'idée finalement, c'est de parvenir à vivre cet amour, et ne plus considérer l'autre en termes d'objet de nos désirs et de nos besoins, mais plutôt comme quelqu'un à qui on va pouvoir exprimer cet amour totalement. Et évidemment, quand on passe dans cette phase, cet amour, il n'est pas exclusif, il n'est pas tourné, on aime, on exprime notre nature. Si on est prêt pour cette grande aventure, alors on peut s'aider sur le chemin. Oui, il y a des gens qui savent, je vous le disais tout à l'heure, célébrer il n'y a pas longtemps un mariage spirituel, il y a des gens qui prennent conscience de cela et qui ont envie de cheminer parce que d'abord ils sont dans le besoin au départ, donc on ne fait pas comme si on ne l'était pas, mais ils n'ont pas envie de rester toute leur vie ainsi et ils ont envie le plus tôt possible de s'aider mutuellement sur cette voie de l'éveil de soi. Et donc comprendre tout le grand défi qu'il y aura de surmonter cet ego. Et donc, il y a des étapes et il y a une méthode. Et il y a des choses, comme je disais tout à l'heure, on peut reconnaître ce mode de fonctionnement quand on est beaucoup basé sur le reproche. Le reproche, c'est vraiment quelque chose qui doit nous alerter. Parce que ça fait souvent référence à des besoins, à des choses qui ne sont pas satisfaits. Et on réagit de cette façon. Est-ce que vous me suivez? Alors, c'est pas franchement une amnésie, c'est la maturité. On n'est pas parvenu encore à cette maturité. Nous, le fait d'être une jeune âme, on n'est pas parvenu. On est encore, pas perdre de vue que le processus, en fait, c'est un processus de spiritualisation de la matière. Cette conscience, elle va s'exprimer dans notre monde, en tout cas, au niveau le plus dense, dans le monde minéral, dans le monde végétal, dans le monde animal. C'est beaucoup de strates dans chaque monde. Et ensuite dans la sphère humaine. Et dans la sphère humaine, alors, il y a une individualisation d'ailleurs qui commence dans la sphère animale. Et en fait, cette âme, c'est le véhicule de notre conscience. Comprenez bien. Le corps physique, sans corps physique, il n'y a pas d'ego. On a le corps physique, on a un mental, un ego, une personnalité. L'ego, donc le support, le véhicule de notre ego, c'est quand même le corps physique. Et bien pour notre âme, pour la conscience, le véhicule, c'est l'âme. Donc cette âme, elle se réincarne avec les expériences acquises. Elle n'est pas encore parvenue, pour la plupart, à cette expérience de la transcendance de la dualité matérielle. Je dis bien matérielle, parce que quand on passe au 5e plan,
On n'est plus soumis à cette dualité que l'on connaît, à la mort, etc. Mais on reste encore la dualité sur le plan spirituel. On a conscience qu'on est une expression de cette conscience universelle, mais on en est une expression. On n'est pas encore dans la totalité, mais on est dans un monde de différence. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que cette maturité, on n'est pas encore parvenu à cela, à transcender cette dualité. Car ceux qui sont parvenus à la transcender, quand ils se réincarnent, s'ils se réincarnent, ils ont conscience de cela. Ou ceux qui sont allés très loin, ils ne recherchent pas tout de suite le mariage. Ils ne recherchent pas ceci, parce que ils ont déjà cette mémoire. Et ils sont déjà en chemin pour accomplir cela par eux-mêmes, trouver cet équilibre en eux. Donc, c'est un long parcours, en fait. Et il y a un moment où on doit passer de ce couple un peu conventionnel, qui finalement ne marche pas et qui nous fait rester dans notre incomplétude, à l'unité. Et pour ça, on peut le faire dans une relation de couple, pour être bien clair. Et tout dépend comment ça se passe. Où ça se passe initialement, et on est dans cette démarche, et on peut rencontrer un être qui est aussi dans cette démarche, et qu'on sent intuitivement que cela correspond. Faut-il en avoir la perception intuitive, ou faut-il être guidé en se disant oui, ça fonctionne? Dans ce cas-là, on a du chemin à faire ensemble, ou ça se produit à notre insu parce qu'on ne le savait pas au départ, et auquel cas, cela peut quand même fonctionner ou pas. Ça va dépendre de la façon dont aborder les choses et comment l'autre aussi va réagir. Ceci étant, ce qu'il faut comprendre pour celui qui n'est pas vraiment celle ou celui totalement dans cette démarche, ce n'est pas un problème en soi, c'est au contraire une bénédiction. Quand cet appel se fait, même s'il est un peu chaotique au départ, même s'il n'est pas évident, il vaut mieux avancer cas à cas dans cette verticalisation que de se balader tranquillement de façon linéaire. Car de cette façon, il ne se passe rien. Ça sera toujours, tout est écrit déjà. Alors que si on fait cette démarche de la verticalisation, c'est-à-dire de l'éveil de notre conscience, bien sûr qu'au départ, c'est pas facile. Il y aura plein d'incompréhensions, il y aura plein de difficultés. Mais si on arrive à surmonter cela, alors c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Car il y a une chose qu'il faut quand même savoir, c'est le but ultime de tout être humain sur cette terre. L'éveil de la conscience. Parvenir un jour à réaliser que nous ne sommes pas cet ego, que nous existons au-delà de ce corps et de ce mental, pas dans un phénomène de croyance, par l'expérience, l'éveil de notre conscience, qui nous fait pas seulement prendre conscience, mais expérimenter cela comme je le vis, et donc pouvoir parler en étant ce porte-parole de la conscience, en ayant conscience de ce que l'on est réellement, d'où on vient, de ce que l'on est en tant qu'être spirituel. C'est une expérience qui est extraordinaire et qui n'est pas simplement dont l'enjeu dépasse l'entendement. Car quand on arrive à ce stade, cela veut dire qu'on peut poursuivre notre chemin. Rappelez-vous, au stade minéral, végétal, animal, humain, l'âme poursuit son chemin. Mais elle ne peut pas le faire tant que ce processus d'éveil ne s'est pas fait. Quand il s'est fait, alors on sort du rêve. On sort de ce rêve dur. Et donc, à partir de là, on peut continuer notre chemin sur un plan de conscience plus élevé. Et donc, sortir de cet état de souffrance, parce que la souffrance vient du changement perpétuel. C'est de là que vient la souffrance, de l'antagonisme. Rien ne peut durer. On est attaché à des choses, elles vont disparaître. Forcément. Tout ce à quoi on est attaché disparaîtra un jour, car tout ce qui naît meurt. C'est ainsi. Alors, soit on pense qu'il n'y a rien d'autre à faire, et donc il faut le supporter, ou soit on va au-delà, on transcende. Et on réalise que notre nature profonde n'est pas soumise à la dualité. Elle n'est pas soumise à ce changement. Quand ce corps va disparaître et ce mental, ça ne change rien
en ce qui me concerne. Ma conscience, elle existe depuis, elle poursuivra. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. La différence seule qu'il y a sans doute entre nous, c'est que moi je le sais. J'en ai l'expérience, c'est pas la croyance. C'est le désir de verticalisation. Si vous voulez rester, oui, si vous restez toujours justement quand vous êtes appelé à cette verticalisation, si vous ne vous préoccupez pas de soleil, vous restez toujours dans les choses mondaines, alors vous allez évoluer très lentement. Mais si vous décidez de sortir des sentiers battus, si vous décidez de vous verticaliser, si, comme on le disait par exemple tout à l'heure, évoquer très brièvement la sexualité, si vous commencez à considérer la sexualité autrement et que vous considérez qu'on peut passer du sexe à l'amour, que vous allez un peu plus loin et vous comprenez que le sexe est le point de départ, l'amour est le point d'arrivée, que fondamentalement ce que l'homme, l'être humain, homme-femme, a besoin, ce n'est pas de sexe, c'est d'amour. C'est ça dont on a besoin. Et si on va plus loin, on réalise ce besoin se traduit-il par quelque chose dont on a besoin de ressentir? Non, c'est de le donner en réalité, parce que c'est notre nature. Et dès lors que l'on donne, alors tous les petits besoins disparaissent. Tous les petits besoins disparaissent parce qu'on exprime notre nature qui est d'amour. Mais pour ça, il faut avoir aussi l'audace, à des moments quand la vie nous appelle, de nous redresser, de nous élever. Et la plupart des gens baissent la tête et on continue son petit train-train. On se dit on verra ça plus tard, c'est trop tôt, à la retraite on verra. Sauf qu'à la retraite, la vie ne nous appelle plus. Ou alors elle nous appelle à ce moment-là. Si c'est à ce moment-là, c'est ok. Mais on ne peut pas décider du moment où elle nous appelle. On peut décider de l'entendre. Mais si on veut rentrer dans les compromis en disant et ceci, cela, on ne peut pas négocier à ce niveau-là. On est appelé. Et là, il faut savoir reconnaître ce son, cette tonalité. Il faut avoir l'audace de se lever. Il faut avoir l'audace de sortir des sentiers qu'on a tracés pour nous. Car notre vie à nous, elle a été tracée par personne. Elle sera tracée par nous, elle ne sera pas tracée. Dès lors qu'on emprunte un chemin qui n'est pas le nôtre, la destination n'est pas la bonne. Et c'est ça que la plupart des gens empruntent. Tout le monde emprunte un chemin qui n'est pas le sien. Et c'est le cas pour la plupart. Il y a autant de chemins que de personnes. Mais la première chose, c'est la détermination, c'est l'envie. C'est de prendre conscience de ça, de se dire est-ce que je continue à vivre ainsi ou alors je souhaite verticaliser ma vie. C'est ça que je veux dire. Et dans chaque chose, on peut en prendre conscience. On peut réaliser que ce que l'on fait nous amène nulle part, nous emmène droit dans le mur. On fait ce que les autres ont fait et tout ce que les autres ont fait, ça ne marche pas et on le sait. Tous nos modèles, tous nos objectifs, on nous dit un bon travail, voilà, pour être heureux, relation conjugale, familiale. C'est pas vrai tout ça. Chaque chose emmène son lot de satisfaction et d'insatisfaction. Mais ça, c'est pas le bonheur. Et tout le monde le sait. Mais on reproduit les mêmes choses, on dit les mêmes mensonges aux autres, en disant voilà ce qu'il faut faire. Et on court tous après ces objectifs, comme les moutons qui courent et qui se jettent dans la falaise. Voilà aussi une erreur. Il faut aller au bout des choses. Quand on est gouverné par notre mental, c'est comme au départ, on fonctionne avec l'instinct. Et je peux bien vous répondre. Si on laisse fonctionner notre instinct, ça part dans tous les sens. Voilà. Alors, ensuite, il y a les gens qui sont surtout dans l'émotion. On sait aussi les émotions, ce que ça peut nous amener. Hein. Boum, machin, etc. Et après, je crois pas du tout. On s'est dit, attention. Le côté rationnel, c'est quand même ce qu'il y a de supérieur. Donc, on fonctionne avec la tête, en pensant que c'est le sommet. Grave erreur. C'est supérieur à nos instincts et à nos émotions. Mais regardez le monde tel que l'on vit. C'est le monde guidé par l'intellect. On a confondu l'intellect et l'intelligence. C'est une grave erreur. On peut avoir un grand QI, coefficient intellectuel important, et être inintelligent. Si on était vraiment intelligent, on n'en serait pas arrivé à ce stade, à détruire notre planète, à accumuler tellement
d'armes de destruction massive qu'on ne sait plus comment on va se détruire. On ne va pas jeter le bébé avec le bébé. Non, je poursuis. C'est important pour comprendre où je veux en venir. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des niveaux. Et on se rend compte, si on va au bout, que qu'est-ce que on disait, un monde sans conscience. Et c'est cela qui manque. C'est qu'il y a un niveau supérieur. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quel est le niveau supérieur du mental? C'est déjà le cœur. Ouvrir son cœur, fonctionner plus. Le cœur a une vraie intelligence. Et notre conscience se trouve au-dessus de tout ça. Donc, c'est pour cela qu'il faut remettre le pouvoir à notre conscience. Quand je disais, il y a 6,5 milliards d'ego, mais il y a une conscience. Et si on laissait cette conscience s'exprimer, il n'y aurait pas de problème dans ce monde. C'est la même conscience. La même conscience qui gouverne ces doigts. Ils ne se battent pas entre eux. C'est la même conscience. Simplement, notre erreur, c'est de croire que le mental est la panacée, que l'ego. Alors que ce n'est pas le cas, c'est juste une étape. Et il faut vite passer au stade de la conscience. C'est bien le but et toute notre démarche, et c'est ce travail que je fais depuis des années. Il faut aller au-delà, car si la conscience ne prend pas le pouvoir dans ce monde, alors ce monde n'a aucune perspective. C'est ce que l'on voit. On voit bien. Ce monde, il est gouverné par quoi? Ce ne sont pas des imbéciles. Ce sont des gens qui fonctionnent au niveau du mental. Et on voit bien qu'il peut y avoir des gens qui intellectuellement sont très élevés, mais à quoi ça sert d'avoir un QI aussi élevé pour amener ce monde dans cet état dans lequel il est? On confond cela avec l'intelligence. L'intelligence est notre capacité à bien vivre, à vivre en harmonie avec nous, les autres et la nature. Vous voyez comme on a du chemin à faire, intelligence, si on accepte, je dirais, en tout cas l'idée que je m'en fais, notre capacité à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres et la nature. Alors on a vraiment du chemin à faire. Mais ça, notre cœur et notre conscience nous guident dans ce sens. Mais faut-il vouloir l'écouter? Et c'est ça qui est important. Donc il ne s'agit pas de rejeter, de dire que mental est... Non, mais il faut le tenir, il faut le driver. Mais si on lui donne les rênes, comme on l'a fait, si on le laisse s'asseoir sur le trône, c'est la catastrophe. C'est le chaos, c'est les violences, c'est la guerre, la cupidité, etc. Mais si on va au-delà, alors il se passe autre chose. Mais il faut qu'arrive le règne de la conscience, et pour ça il faut passer par l'amour, le 4e chakra. C'est celui-là, ouvrir cette porte. Et ça, c'est vraiment un vrai défi. Et il faut le relever très vite, car les choses vont très vite. En fait, là aussi, c'est quelque chose qu'il faudra développer parce que c'est très important, très intéressant. Et il faudra que je prenne le temps de vous expliquer comment tout ça fonctionne. Là aussi, c'est pareil. Mais tout à l'heure, ce que je disais, quand on voit d'un côté, si moi je porte ce regard et que vous voyez une très jeune âme avec une très vieille âme, ils vont être ensemble, vous savez qu'à un moment donné, il va y avoir des choses qui ne vont pas fonctionner parce que l'autre est en train de vivre une élévation comme ça, alors que l'autre découvre les choses de ce monde et a vraiment envie de les vivre, il ne va pas s'intéresser à autre chose. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Mais aussi, ça se traduit par le centre énergétique. Et ils sont reliés à notre état de conscience. Et il faut vraiment comprendre que dans le monde, aujourd'hui, c'est le 3e chakra qui domine ce monde. Le 3e chakra est relié au mental. Et je vais être court parce que sinon c'est vraiment très long. Il faudrait comprendre en fait entre les hommes et les femmes comment ça se passe. Le côté yang du 1er chakra, qui est yang chez l'homme et qui est yin chez la femme, réceptive, et le contraire. C'est super important de comprendre cela, sinon on n'a rien compris de sa propre vie. On ne comprend pas pourquoi on fonctionne ainsi. Voilà, le yang, c'est ce 1er chakra, c'est ce qui fait que l'homme est reproducteur, que la femme est réceptive et qu'elle va protéger l'enfant. C'est inscrit à ce niveau-là. Le 2e chakra, c'est le centre émotionnel. Et la femme, elle est yang, elle est lessive.
Elle a besoin d'exprimer beaucoup plus ses émotions, je parle en général, et les hommes seront plus introvertis au niveau du deuxième chakra. C'est pour ça que l'homme est plus introverti et va manifester ses émotions, mais pour la femme, c'est un besoin important. Le troisième chakra, c'est le mental. C'est pour ça que les hommes adorent argumenter, ils sont très machin, etc. Voilà, rien. Mais c'est aussi le centre du pouvoir, la domination. Et c'est cela, c'est pour ça que ce monde, il fonctionne beaucoup par le pouvoir, la domination. Et ce centre, il empêche, et c'est un combat souvent que les gens ne savent pas, entre eux, mais entre les hommes et les femmes, et il empêche le cœur de se révéler. Le quatrième chakra qui est ici. Et donc, on empêche l'ouverture de ce cœur. Et pour les femmes, c'est quelque chose de naturel, car le quatrième chakra est yang. Et c'est pour ça que la femme est la mère. C'est pour ça que la femme a l'expérience, elle, de l'amour universel au départ. Intrinsèquement, c'est en elle. Et c'est pour ça qu'elle initie l'homme à l'amour. C'est la femme qui donne naissance, qui va initier le bébé, qui va lui donner cet amour. Ça commence par ça, parce que la femme est yang au niveau du quatrième chakra. Mais cet amour, il faudrait qu'il se propage dans le monde. Et le troisième chakra, il ne veut pas laisser faire. Et ça, c'est la dominance masculine. La dominance masculine dans le monde. Ce monde est à 90% yang. La problématique du monde, elle est là. Il faut le voir d'une façon métaphysique. Si vous voulez être bien dans votre être, vous devez équilibrer vos énergies masculines et féminines. Ça va pour les hommes comme pour les femmes. Mais ça va aussi dans le monde, dans le macrocosme. Et quand vous regardez le monde, que se passe-t-il? À 90%, il est masculin, il est lent. D'où le chaos, d'où les violences, d'où les viols, toutes ces guerres, etc. Il faut rétablir la balance. Et pour ça, il faut que les qualités féminines s'expriment beaucoup plus dans le monde. Pas simplement à travers les femmes, bien sûr aussi, mais chez les hommes. C'est essentiel. Et beaucoup d'hommes ne le savent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas ce jeu de polarité. Ils n'en ont pas conscience. Et pour autant, à chaque fois que l'on voit une personne publique considère comme un grand homme, on parle de Nelson Mandela, de Gandhi, etc., ce sont toujours des hommes qui ont exprimé des qualités dites féminines. Des hommes qui ont ouvert le quatrième chakra. Et ces gens-là, on va dire, ce sont de grands hommes. Mais il y a plein de grandes femmes. Parce que le quatrième chakra est potentiellement ouvert chez les femmes, mais il est combattu par celui-là. C'est pour ça qu'il s'agit d'une vraie révolution. Et pas d'une révolution des hommes contre les hommes, il s'agit de la révolution du cœur. Et ça concerne les hommes aussi. Mais pour les femmes, c'est naturel. Simplement, cette porte, on empêche de l'ouvrir. Parfois, les femmes elles-mêmes, elles la retiennent, mais elles sont empêchées à cause de cette dominance du troisième chakra, qui est très yang. C'est le mental et le besoin de domination. Pour bien se comprendre, parce que c'est un point qui est vraiment important. Si on n'a que ça à l'esprit, on devient fou. Et c'est pour ça qu'on est fou. Parce que c'est un mouvement perpétuel comme ça. Et ça rend fou. C'est ce qui nous arrive, ces changements perpétuels. Mais si on réalise, on se dit, ok, c'est quoi les règles du jeu? Ce monde est régi par une règle très importante qui est la dualité. Une chose, il y a toujours son contraire. Cela veut dire que on connaît une partie temporelle, impermanente, mais il existe en nous une dimension qui est intemporelle, qui donc elle est permanente. C'est très important. Ça veut dire que ces changements concernent la périphérie, pas le centre. Le centre est permanent aussi. Il est permanent. Le centre, c'est ta conscience, c'est la dimension spirituelle. Il a toujours existé. Il existera après cette vie. Bien sûr, voilà. C'est toi parce que, tu vois, c'est comme quand on regarde l'océan, une métaphore, on voit des vagues, se dit les vagues, elles naissent, elles disparaissent, elles bougent sans cesse. Et un jour, on comprend qu'on identifie à ce mouvement de vagues, et ça bouge, et ça change perpétuellement. Et dans ce cheminement spirituel, on passe de « je suis cette vague » à un jour comprendre
qu'on est l'océan. Car toutes ces vagues, elles naissent d'où? Elles viennent de l'océan. Et dès qu'elles surgissent de l'océan, qu'est-ce qui se passe? Elles oublient qu'elles sont une expression de l'océan. Elles croient qu'elles sont indépendantes. Je suis une petite vague, là, comme ça, toute seule. Non. Je suis l'expression de cet océan et ensuite j'y retourne. Et à chaque fois que cette vague, elle apparaît, elle perd conscience de cela. L'éveil, c'est quand tu prends conscience que ce qui s'exprime à travers toi à un moment donné est juste l'expression de cette conscience qui est ta réalité. C'est celle-là. Pourquoi on dit c'est ta réalité? Parce que c'est celle qui demeure. Celle qui est changeante, on ne dit pas que c'est notre réalité, c'est comme les rêves. Ou si tu préfères, c'est la réalité de l'instant T. C'est exactement comme dans le rêve. Quand on est dans le rêve, on crée un monde, on est un personnage, et tant qu'on rêve, on a l'impression que c'est la réalité. Et au moment où on se réveille, c'est un rêve. C'est la même chose qui se passe. L'éveil, c'est quand tu prendras conscience, comme moi, que tu vis un rêve en ce moment. Et que tu t'adresses au personnage de ce rêve. Un jour, j'avais vécu une chose comme ça m'arrive, c'est souvent dans les rêves, mais c'était un rêve très particulier. Et dans ce rêve, et j'ai rencontré des gens, un rêve, pas diurne, un rêve nocturne. Ça, c'est un rêve diurne. Et à un moment donné, on s'est assis, on parlait, une discussion très sérieuse. Les gens parlaient d'un chose. Je dis, mais il y a un truc que vous savez pas, visiblement, c'est que je suis en train de rêver en ce moment. Tout le monde m'a regardé et dit, qui c'est, raconte? Je dis, oui, c'est un rêve. Et là, il dit, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, regarde ce qui se passe là, regarde tout, à la maison, tout. Et on a discuté, etc. Je dis, oui, mais c'est un rêve, c'est une illusion. Bien sûr, ces émotions, ces choses, on peut ressentir. Personne, j'ai argumenté pendant longtemps, personne ne m'a cru. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait à un moment donné? Je dis, bon, je m'en vais. Et je suis sorti du rêve. C'était exactement la même chose. Mais là, sur le coup, je vais pas m'en aller tout de suite. Je vais pas sortir de ce rêve maintenant. Je sortirai à un autre moment. C'est exactement la même chose. Quand vous prenez conscience que vous êtes, que vous vivez cela, mais que ceci est un rêve, vous pouvez en prendre conscience. Alors, pour faire le parallèle, ça arrive à des gens de dormir et de faire un rêve, et dans leur rêve, à un moment donné, ils prennent conscience qu'ils sont en train de rêver. Eh bien, c'est la même chose dans ce rêve diurne. Et peut-être qu'à des moments, ça peut arriver, des gens vivent en disant, tiens, ou c'est une scène qu'on revit, on se dit, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai déjà fait ça, etc. Il peut se produire des décalages. Et puis, il y a le grand décalage, c'est l'éveil. Où là, on est conscient dans le rêve. Et on sait que l'on rêve. On est conscient. Donc, ça change tout quand on est conscient dans le rêve. Parce qu'il y a des choses que l'on peut faire évoluer autrement, et on sait pourquoi on rêve. On commence à savoir, en grande partie, et ça change tout. Parce qu'on sait aussi que quand on va se réveiller, c'est pas la fin de l'histoire. L'histoire continue. C'est pas la fin de notre vie. Chaque fois qu'on se réveille le matin, on se dit pas, waouh, je suis ressuscité. C'est rien pour nous. C'est anecdotique. Les rêves qu'on a vécus. La plupart de nos vies sont anecdotiques. Mais il y en a qui sont plus importantes que d'autres. C'est comme les rêves. Tout le monde a fait des rêves à des moments où on se disait, ce rêve, il était bizarre, il était plus important. C'est pareil pour nos vies. À un moment donné, on sort du train-train, du rond-rond, à faire toutes les choses qui nous amènent nulle part. Et à un moment donné, il se passe quelque chose qui nous interpelle sur le plan profond. Et là, si on va suffisamment loin, quand on quittera ce monde, on se rappellera. Comme quand on se réveille. On n'aura pas vécu inutilement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment important. Donc, ce tourbillon existe, le côté intemporel, mais aussi le permanent. Et le permanent, c'est notre réalité. Et grâce à la méditation, on peut la ressentir de plus en plus pulsée. Et en faisant taire notre mental, on peut arriver progressivement à ressentir de plus en plus d'intuition. Et plus on fera taire ce mental, et plus on va ressentir l'intuition, qui peut se manifester de façon très différente, par des sensations, par des voix, par des visuels. Et si on accepte tout cela, avancer dans ce chemin, elle peut se révéler de plus en plus. Généralement, on a des peurs. Et si on lâche tout ça, si on y va en confiance,
Si on ne se dit pas je deviens fou, mais on se dit je commence à sortir de la folie. Car c'est avant qu'on est fou. Le mental est fou. On ne devient pas fou. On est fou par nature, le mental, à produire sans cesse des milliers de pensées, à sauter du passé au présent, au futur, jamais le présent, très rarement, comme ça, sans cesse. C'est de la folie. Mais quand on se pose, on se calme, et qu'on laisse cette paix intérieure commencer à se manifester, alors on peut commencer à ressentir des choses. On peut commencer à ressentir, à voir l'écho de la voix. Comprenez l'écho de la voix? Voilà. Et quand on commence à entendre cet écho, alors on peut se rapprocher de notre voix, la voix originelle. Et dans un premier temps, on aura l'impression que cette voix, elle nous parle de loin. Ok, parce que pour l'instant, elle nous parle, parce qu'on est encore identifié avec cet ego. Et un jour, il peut se produire cette chose extraordinaire. On est la voix. C'est nous qui parlons. C'est nous qui nous exprimons. L'autre est quelque part assis, il écoute. Et ça, c'est le chemin de l'éveil. C'est la plus belle expérience. Et c'est surtout l'aboutissement de toute notre vie, même si on ne le sait pas. Et parmi ces vies, on passe par le couple, qui n'est pas toujours très facile à vivre, mais qui peut être aussi une belle aventure. Si on comprend, en fait, on n'est pas ennemis l'un de l'autre. On est fait pour comprendre que cette union que l'on cherche à l'extérieur, c'est parce qu'on la cherche désespérément à l'intérieur. C'est cela que l'on recherche au plus profond de notre être. On a perdu cette unité dans cette incarnation depuis. Et en fait, le but de tout ça, on spiritualise la matière. Et donc, on recherche à travers l'autre ce que l'on est profondément. On va rechercher cette unité. Mais évidemment, à un moment donné, on va comprendre que c'est pas cela. Mais si on fait cette démarche ensemble et on se dit, ok, alors on a beaucoup de respect, d'amour pour l'autre, parce qu'il peut nous aider dans ce sens. Et imaginez deux êtres qui ne s'intéressent plus à ce qu'ils reçoivent de l'autre, mais qui s'intéressent uniquement à ce qu'ils donnent pour l'autre. Imaginez seulement ce que ça donne, ce qui se produit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dès lors qu'on ne s'intéresse plus à ce que l'autre nous donne, uniquement à ce que nous lui donnons, alors on s'élève irrésistiblement. Et plus on le fait, et plus on s'élève sur le plan vibratoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magique. On peut le vivre aussi éventuellement dans une relation de couple. Ça peut se vivre rarement de façon ensemble, mais ça peut se faire aussi. Et ça peut se faire en décalage, et après il peut y avoir des décalages qui se rattrapent. Mais quoi qu'il en soit, c'est la plus belle expérience. Et le couple peut être aussi une aide, mais c'est important de comprendre comment éviter le piège du couple pour que ça ne devienne pas une prison. Car au départ, c'est quand même, la plupart du temps, ce que c'est. Le couple n'est pas au départ compris et fait pour notre épanouissement personnel. Mais dès lors qu'on veut le vivre autrement, alors on change les règles du jeu. Est-ce que ça vous parle? Faut trouver la bonne personne. Tu penses que tu l'as pas trouvé? Non, mais faut trouver la personne qui est vraiment dans la même état vibratoire que nous. Bien entendu. En fait, ce qui se passe aussi, si c'est vraiment ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, le profond, et que ça fait partie de notre chemin, alors il y a de grandes chances que ça va se produire. Si vraiment ça fait partie. Mais chaque cas est vraiment un chemin est unique, ça peut être compliqué, on peut avoir des épreuves à vivre qui sont nécessaires, etc. Là-dessus, on ne peut pas partir sur des généralités, c'est vraiment très particulier. Quand on a une maturité, par exemple, c'est le cas de Brenda qui a une maturité d'âme constante, donc dès qu'elle est arrivée dans ce monde, depuis très jeune, elle n'a pas recherché cela, elle a ressenti le besoin de vivre en couple, de ceci, de cela. Elle le sentait déjà intérieurement parce que
la maturité d'âme, les autres incarnations l'ont préparé à cela. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Mais en même temps, on peut avoir des réveils qui peuvent se faire tardifs et brusquement, on s'aperçoit que, oh là, ça peut aller très vite. Donc, il n'y a pas de règle là-dessus. La seule règle que je peux donner, en tout cas, c'est que ça dépend de notre détermination, notre désir vraiment. Si on a vraiment le souhait de verticaliser notre vie, de ne pas vivre inutilement, une vie est précieuse, alors il faut vraiment y retenir bien cela. La vie conspire en faveur de tous les êtres qui veulent s'éveiller. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais quand je vois ce terme, c'est vraiment ça, parce que si vous êtes attentif, vous pourrez remarquer qu'il y a plein de choses qui se mettent autour de vous pour vous aider. C'est pour ça que je parle d'une conspiration, c'est-à-dire que des tas de phénomènes peuvent se produire pour vous aider sur votre chemin spirituel. Mais à la fois, ça peut être des aides et en même temps des... Voilà, exactement. Exactement. Et si vous le percevez, vous l'abordez d'une certaine façon, vous comprendrez, parce que vous allez réaliser que c'est un message, que c'est quelque chose. La vie vous dit non, non, n'insiste pas par là. Tu es têtu, mais je suis encore plus têtu que toi. Et si on essaye, on s'aperçoit que la vie, elle est vraiment plus têtue que nous, au moment où elle est. Et ça vient d'où? Ça vient parce qu'à un moment donné, on a impulsé cela. On a dit, je veux m'élever. Et quand on a dit, je veux m'élever, le mental, il dit, je connais le chemin. On dit, non, non, tu connais pas le chemin. Toi, tu appuies sur l'accélérateur, moi, je prends le volant. C'est vrai que c'est difficile d'en parler dans l'absolu, mais c'est vraiment très différent. Et il faut faire preuve de discernement entre ce qui devient de l'acharnement et on n'écoute rien parce qu'on a des signes, mais on veut absolument, et ce qui est un obstacle naturel. On doit franchir des étapes. Ce sont les marches d'un escalier qui nous amènent. Alors ça, c'est vraiment important. Il y a des signes qui se passent, qui se produisent généralement. Quand on est très insistant, il y a de très très gros blocages, il se passe des signes, si on est attentif, qui nous montrent que c'est pas la direction. Alors qu'à côté de ça, on peut être porté dans une direction, on sait qu'on doit le faire, mais sur ce chemin, parce qu'on a beaucoup de signes, il y a des choses qui sont difficiles, qu'il va falloir surmonter, etc. Et que si on est attentif à l'écoute de la vie, on va apprendre comment on arrivera à surmonter. Parce qu'il faut être très précis. La vie peut nous dire, voilà la direction à prendre. Et on prend cette direction. Et ensuite, on s'y prend mal dans la façon de faire. Et là, il va falloir être très attentif sur comment on va le faire, la façon de s'y prendre. Et si on le fait de la bonne façon, alors on s'aperçoit que les choses se débloquent, qu'on est aidé. Voilà. Et globalement, il faut vraiment retenir ça à l'esprit. C'est que plus on a un désir de verticalisation, plus la vie entière nous aide à cela. Parce que c'est l'objectif de tout être humain. Et la vie conspire en faveur de cela, parce que c'est un processus. Le processus, il est comme ça. On est fait pour s'élever en conscience. Et dès que la vie ressent cet engouement, alors on est aidé de multiples façons. Mais c'est vrai que cette aide, ça peut être aussi par, boum, une barrière qui tombe devant nous, quelque chose qui peut nous paraître violent, mais qui en fait nous sauve. Nous sort de cette route qui nous amène dans le ravin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que cela vous éclaire un peu? Est-ce que ça vous parle? C'est une révolution, ça. Hein? C'est pas une petite histoire, l'histoire du coup. On n'imagine pas ça, hein. On n'imagine pas qu'on s'est trompé à ce point, et depuis si longtemps. On s'imagine pas qu'on n'a pas encore fait, pour la plupart d'entre nous, une expérience vraiment de l'amour inconditionnel. On est dans l'amour sentiment. C'est pour ça, et ça a dû forcément vous interpeller à tous. Comment est-ce qu'on a pu aimer quelqu'un et le détester à ce point? Ça rend fou quand même de se dire ça. Et on a tous l'impression que ça ne nous arrivera pas, mais pour autant, vous voyez, c'est quand même quelque chose si on se penche là-dessus, de se dire, mais comment on peut aimer une personne
point de se marier, de faire des enfants et tout, et de se détester, et de penser comment je pourrais m'en débarrasser. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Est-ce que c'est ça l'amour? Vous êtes déjà posé ces questions? C'est quand même, c'est quand même. Parce que moi, je me suis posé depuis très longtemps, je me dis, mais ce n'est pas possible. C'est pas ça l'amour. Alors chacun se dit, ben non, parce que eux, ils s'aiment pas comme nous on s'aime. Mais non, c'est la même chose. C'est parce qu'on parle de l'amour-sentiment. Et qu'on n'est pas parvenu à ce stade supérieur, à découvrir que c'est notre nature, et à la libérer. Et dès lors qu'on libère cet amour, on parle d'autre chose. C'est plus une affaire de sentiment, et donc on va pas changer d'avis demain. C'est autre chose. Avant, c'est la peur. En fait, parce qu'on n'est pas dans l'amour. Avec l'enfant, on est dans l'amour. Dans la relation conjugale, c'est du donnant-donnant. Qu'est-ce que je te donne, qu'est-ce que tu me donnes? On est dans le marchandage. Plus tu me donnes, plus je suis prêt à te donner. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut qu'on soit, attention, on évite les déséquilibres. Quand ça commence à être équilibré, ça va plus du tout là. Il faut rééquilibrer ou on va chercher d'une façon ou d'une autre à retrouver un équilibre. Donc, on est dans ce mode de fonctionnement, un marchandage. Et quand commence à s'ouvrir ce cœur, que dit Patrick, son mari, en fait, c'est une ouverture du cœur depuis déjà un moment. Alors, les choses se passent différemment. Ça veut dire que commence à quitter cette sphère du besoin, et notamment le besoin de l'autre. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on ne le sait pas. Parce que ce qui est obscurité pour l'aveugle est lumière pour celui qui voit, c'est le contraire. Et donc, comme on fonctionne, besoin, jalousie, etc., alors ça nous rassure quand l'autre a besoin. Mais c'est une erreur. Plus l'autre a besoin de nous, moins il peut nous aimer. Plus la dépendance, c'est le cas de l'enfant, il a tellement besoin de nous. Il n'exprime pas d'amour, c'est la mère qui déverse tout son amour. Lui, il gueule, il bouffe, et puis c'est tout. Mais dans cette relation, si on la laisse grandir, parce qu'on fait son cheminement spirituel, alors c'est tout le contraire qui se passe. À un moment donné, on va commencer à sentir qu'on va ressentir beaucoup d'amour. Pas uniquement pour l'autre, pour tous les autres, mais cet amour, il vient de nous. Et c'est ça le paradoxe. C'est qu'un jour, quand on n'aura plus besoin de l'autre, alors on va vraiment pouvoir l'aimer. Mais là, on l'a fait à l'envers. Et c'est ça qui est difficile dans nos têtes. C'est comment arriver à changer ça. Et si quelqu'un nous disait, tu sais, c'est vraiment parce que j'ai pas besoin de toi que je peux t'aimer, on fuit. On cherche tout le contraire. Ça nous rassure. Plus l'autre est dans la dépendance, et plus ça nous rassure. C'est la cata. Et la dépendance, le besoin crée la dépendance. Dépendance, la peur. Après, toute forme de chantage, de ceci, de cela. Et c'est le Titanic. Il y a la religion aussi, la religion qui a c'est un devoir conjugal, on a écouté, donc il faut l'honorer. Bien entendu. Mais la meilleure façon de l'honorer, l'épouse comme c'est de l'aimer. Et en fait, on s'aime soi-même. On aime ce que l'autre nous apporte. Le problème, c'est ça, c'est la confusion. On croit qu'on se marie parce qu'on s'aime. Faux. On s'aime pas encore. On aime ce que l'autre nous donne, on a besoin de l'autre. Le fruit, il est vert pour l'instant. Alors, faut pas le rejeter, mais c'est le besoin. L'amour viendra après, si on a compris que ça, c'est pas l'amour. Moi, j'avais plutôt compris que le mariage, c'était un engagement qu'on prenait en fait à faire ce chemin. C'est comme ça que je le comprends. Quel chemin? Personne n'imagine que ça. Non, le chemin qu'on prend, c'est de se dire, on espère que cet amour magnifique que l'on vit aujourd'hui durera toute notre vie. Mais comme on ne le vit pas, cet amour magnifique aujourd'hui, ça va pas marcher. Donc c'est ça l'engagement que l'on prend. Il part du principe que aujourd'hui, on se marie parce qu'on s'aime. Mais c'est Yamadon, c'est ça. Et donc on se dit parce qu'on s'aime, on prend l'engagement de s'aimer toute notre vie.
C'est beaucoup d'engagement, tout ça. Surtout sur des sentiments. Et les sentiments qui font comme ça marche pas. Et ça peut pas marcher parce qu'on croit que des parents s'aiment. Je dis pas qu'il n'y a pas des élans qui se passent au niveau du cœur. J'ai pas dit qu'il ne se passe pas quelque chose à un moment. Mais voilà, c'est vraiment tourné vers soi. Le besoin domine l'amour. C'est pour ça que les gens se détestent après. Sinon, comment ça serait possible? Comment est-ce qu'on pourrait détester la personne qu'on aime? Comment on pourrait avoir toutes ces pensées? On imagine bien que l'amour doit être au-dessus de tout ça. Sinon, c'est quoi? C'est un faux truc. C'est une copie. Finalement, l'ouverture du cœur et l'éveil de la conscience, ça nous apporte ce que l'on recherche à travers le couple, c'est-à-dire l'amour, l'unité, la complétude, ce qu'on recherche à travers la relation. Exactement. C'est exactement cela. Et si on a la patience, on fait cette démarche, alors on peut la vivre sans être séparés. Mais évidemment, notre couple deviendra différent. Comme je disais, parce qu'on finira par comprendre l'autre. Pourquoi on le comprendra? Parce qu'on va commencer par se comprendre soi-même. Et on va découvrir, en réalité, que l'autre est nous-mêmes, que l'autre est miroir. C'est à ça que sert le couple, en fait. Découvrir pour l'homme la femme qui est en nous. Et pour la femme, découvrir l'homme. C'est cela, le couple, c'est à ça qu'il sert. Au départ, on cherche cet équilibre à l'extérieur pour un jour le trouver à l'intérieur. Et on peut s'aider sur ce chemin si on comprend que c'est le plus beau chemin, mais qu'il va demander aussi des choses un peu difficiles. Mais si on accepte de le faire, alors c'est le meilleur couple que l'on puisse avoir. Cette démarche spirituelle, c'est la plus belle. Vous avez d'autres questions? On va peut-être s'arrêter là, on a passé un beau moment ensemble. En tout cas, pour moi, j'étais ravi de partager ce moment avec vous, de parler de l'éveil de notre conscience et surtout de donner peut-être des clés importantes parce que c'est tellement pas évident de se comprendre soi-même et ensuite dans notre relation avec l'autre, avec les autres. Donc c'est vraiment quelque chose d'important d'arriver à mieux comprendre en fait notre mode de fonctionnement et comment on peut faire pour améliorer aussi notre relation dans le couple. Voilà, j'espère que ça vous sera utile aussi et puis on se dit à un prochain satsang alors.